Le Premier ministre Oumar Tatamli a formé son gouvernement, 34 membres, dont 4 femmes et 7 anciens. La liste complète dans un instant. Après la grande crise qu'il a traversée, l'appel est lancé à tous pour gagner le défi. Mais quel peut être le rôle de l'intellectuel malien dans l'édifice national? Le reportage de Lamine Tekoura Koulibaly dans ce journal. Nous consacrons un dossier à la coiffure, plus précisément aux tresses. Réservé aux femmes, les tresses varient en fonction du milieu et des événements marquant la vie de la nation. Le dossier culturel de ce dimanche s'y intéresse. Madame, Monsieur, bonsoir. L'on connaît depuis cet après-midi la composition du gouvernement Oumar Tatamli. Nous revenons sur la liste complète des membres du gouvernement et c'est avec vous, Ibrahima Djambeli. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, le décret numéro 2013-721 PRM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du Constitution, vu le décret numéro 2013-720 PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, sur proposition donc du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mohamed Ali Batili, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Soumeilou Boubey Maïga, ministre de la Réconciliation de Cheikh Omar Diarra, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, ministre de l'économie, Sissoko, ministre de la Sécurité, colonel Sada Samake, ministre du Développement rural, Dr Bokari Tereta, ministre Madi Diawara, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, M. Tienan Hubert Koulibaly, ministre du Commerce, Abdel Karim Konaté, ministre de la Fonction publique, M. Bokar Moussa Diarra, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Ag Rissa, ministre de l'Équipement et des Transports, colonel Abdoulaye Koumari, ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, M. Amadou Konaté, ministre du Logement, M. Mohamed Diarra, ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, M. Moussa Mara, ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Sangaré Oumumba, ministre de l'Éducation nationale, Mme Togola Jacqueline Togola, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Moustapha Diko, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Ousmane Kone, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Franck Ali Keita, ministre de la Culture, M. Bruno Maïga, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahaman Babi, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Berté Aïssata Bengali, ministre de l'Industrie et des Mines, Dr Boubou Sissé, ministre des Maliens de l'Extérieur, Dr Abdrahman Silla, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Jean-Marie Sangaré, ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Mamadou Gaussou Diarra, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale chargé de la décentralisation, M. Malik Alousseni, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, M. Nango Dambélé, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale chargé des affaires religieuses et du culte, M. Tcherno Amadou Omar As Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, M. Madani Touré, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, M. Moustapha Ben Barka. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel des Sissoko.
Merci Ibrahima Diambélé. Je me tourne maintenant vers Abbas Fambouri Traoré pour le décryptage du nouveau gouvernement. Abbas, bonsoir. Bonsoir, les Sissoko. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce gouvernement? Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est d'abord un gouvernement d'urgence, donc chargé des questions d'urgence d'ici la fin des législatives certainement. Et tout d'abord, ce qu'on peut retenir, c'est la création d'un département chargé de la réconciliation nationale et du développement des régions nord. C'est une nouveauté. Et une autre nouveauté, c'est le retour du ministère du Plan. Et cette fois-ci, eh bien, ajouter à cela la prospective. Ensuite, il y a l'urbanisme et la politique de la ville et aussi 5 autres ministères délégués et beaucoup de jeunes dans le gouvernement. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est un gouvernement de jeunes, ce qui se comprend, puisque le Premier ministre lui-même est jeune. On l'a remarqué, dans cette composition, il n'y a pas de porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est une première? Bon, ce n'est pas une première. Depuis le début de la Troisième République, en 1992, le porte-parole du gouvernement est toujours accolé au ministère de la Communication. Il va, il vient, et cette fois-ci, il disparaît. Peut-être, on l'espère que c'est pour bien le temps d'ici la fin des législatives à venir. Alors, on va s'intéresser aux femmes. On sait qu'il y a 4 femmes dans ce gouvernement, dont 2 qui reviennent, 2 anciennes. Oui, parmi les anciennes qui reviennent, il y a Aïssata Bengali Berté, il y a aussi, qui est chargée maintenant du tourisme. Elle s'occupait autrefois du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et il y a Philippe Boiré qui est devenu ministre des Finances, qui était dans les années 90, eh bien, le ministre chargé du domaine de l'État. Voilà. Mais à côté d'elle, il y a d'autres qui arrivent, comme Mme Ba Oumou. Madame Sangaré, Madame Sangaré, non, c'est Madame Ba Oumou Sangaré, je crois bien. Non, Madame Sangaré Oumouba. Et il y a aussi Madame Togola, Jacqueline Togola. Tout à fait. Voilà. Alors, il n'y a pas que les femmes qui reviennent. On a remarqué également la présence de certains hommes qui avaient occupé des portefeuilles ministériels. Peut-être parce que certainement ils ont bien marqué leur époque en ces temps-là. Les anciens ministres, on note Soumaïlou Boubé Maïga qui retrouve le ministère de la Défense et des anciens combattants. Et il y a Philippe Boiré, comme on l'a dit. Et il y a Aïssata Bengali Berté. Il y a Chekla Sidi Amadi Diawara qui s'occupe du plan. Il était chargé des mines, on s'en souvient. Et il y a le colonel Sada Samake, il y a Moustapha Diko, il y a Bokari Treta. Et certainement, ça c'est certainement pour mieux cadrer tout ceci. Et l'autre nouveauté qu'on n'a pas signalée certainement, c'est la création, c'est la venue des Zahabi comme ministre chargé des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Si vous ne le savez pas, Zahabi était parmi les têtes pensantes de la rébellion de 90. Voilà, donc c'est un retour. Tout à fait. Alors, Abbas, il y a quand même une autre lecture, c'est la reconduction de certains membres du gouvernement Django Sissoko. Oui, parmi ceux-ci, on peut noter le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Et aussi, il y a Bokar Moussa Diarra qui reste au gouvernement mais qui change de portefeuille parce qu'il est ministre de la fonction publique, il était chargé de l'éducation. Et il y a d'autres qui sont restés comme le ministre Senko et le général Moussa Senko Koulibaly. C'est certainement parce qu'il a certainement bien organisé les élections présidentielles et c'est en attendant certainement aussi c'est pour qu'il organise mieux les élections législatives, pourquoi pas municipales. Et il y a le colonel Koulibaly, Koumaré plutôt, et le colonel Abdoulaye Koumaré, ministre de l'équipement et des transports qui a été reconduit. À côté de cela, il y a Ampé, qu'on appelle communément Ampé, mais M. Konaté, qui était ministre des Finances, qui revient comme ministre du Commerce. Ensuite, il y a Tchéman Hubert Koulibaly qui quitte les affaires étrangères pour être sur les terres fermes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'État. Ensuite, nous avons Bruno qui reste à son portefeuille le ministère de la Culture.
Tout à fait. Mais merci Abbas pour tout ce décryptage. Évidemment, nous vous proposerons le portrait des ministres dans nos prochaines éditions et signalons qu'un premier conseil de cabinet a eu lieu en début de soirée à la primature entre le Premier ministre Oumar Tatamli et ses ministres. Merci Abbas. Merci Nessi Soko. Nous poursuivons donc ce journal. Après la crise, l'heure est à la réconciliation et la reconstruction nationale et l'apport de tout un chacun est souhaité. Mais quelle peut être la contribution de l'intellectuel malien à ce vaste chantier? La réponse dans cette enquête signée Lamine Tchekoura Koulibaly. La crise que le Mali a traversée est généralement décrite comme une sorte de mutation à l'envers. Mutation qui l'entraînait à l'effondrement, comme les piliers d'une maison en train de s'écrouler sous l'action de rongeurs. Dans le concert d'accusations et de contre-accusations qui a suivi, l'intellectuel malien s'est souvent trouvé sous le banc des accusés pour sa supposée inertie. Au sortir de la crise, quelle peut être sa contribution à l'édification nationale? Dans d'autres pays, quand il y a des problèmes, la question est posée à l'université. On a eu un problème sérieux, c'est que les intellectuels maliens, pendant longtemps, ont été isolés, sont dispersés, ont du mal à se retrouver et à être une force de proposition. Ça, c'est leur part de responsabilité. Mais il faut reconnaître aussi que pendant tout ce temps, depuis l'indépendance, il y a eu très peu de régimes qui ont accepté le statut d'intellectuel. La crise multiforme a engendré de profondes séquelles. L'intellectuel est attendu sur le vaste chantier de la réconciliation et de la reconstruction nationale. La société malienne est une vieille société. On avait tendance à croire que notre société était peut-être une bonne société fondée pour toutes. La nation malienne. La nation malienne, sans se rendre à l'évidence que toute entité géographique ou historique est dans son existence aussi subit les pressions externes. Ça peut être géopolitique ou géostratégique. Et qu'il fallait à un moment donné se remettre en cause pour voir nos anciennes valeurs, les ajuster en fonction présent et des intérêts en jeu. La nation, en tant que concept et en tant que réalité, elle doit être réfléchie par les intellectuels. Aujourd'hui, nous connaissons très mal nos communautés nationales, nos différentes communautés nationales. Alors, s'agissant des régions nord, je crois qu'il y a un effort aujourd'hui à faire du côté des intellectuels pour mieux comprendre le fonctionnement de ces sociétés. Je dis toutes ces sociétés, pas simplement les Touaregs, mais les Touaregs et toutes les autres communautés qui vivent dans le nord de notre pays. Je crois qu'il y a un travail de connaissance à faire par rapport à ces sociétés. Ce travail doit pouvoir aider le politique dans sa gestion de la diversité. C'est très important. L'intellectuel n'étant pas le seul segment de la société, chaque Malien, un homme averti désormais, devra tirer les enseignements de cette crise. Justice à présent, les assises de la 3e session ordinaire de la Cour d'appel de Bamako seront en transport à Ségou du 9 au 27 septembre prochain. 44 dossiers sont inscrits au rôle. Ils concernent des cas de crimes de sang, de viol, de détournement de deniers publics et des cas de trafic de drogue. Pour plus d'informations, écoutons Daniel Amwangouin Tessougué, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Il est interrogé par Boubacar Sissoko. Nous avons décidé de l'amener à Ségou afin de permettre aux citoyens de cette localité-là de revoir encore une fois de plus ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais il y a longtemps, comme organisation des assises. Et ceci explique réellement que nous ayons décidé cette fois-ci d'amener la cour d'assises à Ségou. Nous avons en fait 44 dossiers qui sont inscrits au rôle cette fois-ci, pour un total de 82 accusés, parmi lesquels nous avons 76 qui sont en détention, dont 6 femmes parmi les détenus. Et il y a un nombre assez important de dossiers concernant les crimes de sang, pratiquement au nombre de 24. Nous avons des infractions qui sont relatives aux mœurs, donc des cas de pédophilie, de viol, précisément au nombre de 5. Pour le cas de pédophilie, et près de 11 cas de viol, ce qui est assez exagéré de mon point de vue. Nous
avons des cas d'atteinte contre les biens, le nombre de cas de vol qualifié par exemple, au nombre d'à peu près 11 également, et des cas d'actes de biens publics, un cas de trafic international de drogue, etc. Donc c'est dire que le phénomène criminel, de notre point de vue, est toujours exponentiel, ce qui encore devrait inciter nos forces de sécurité et la justice à continuer à travailler d'arrache-pied pour qu'au moins le Mali puisse essayer d'indiquer ce phénomène de la criminalité. Les conditions sont réunies pour que cette session d'assises, qui se tiendra du 9 au 27 septembre, se passe dans les meilleures conditions. Et d'autres également ont concouru, qui ont bien voulu garder l'anonymat. C'est-à-dire que réellement la ville de Ségou a montré énormément d'intérêt pour l'organisation de cette session d'assises. Nous invitons les uns et les autres, tous ceux qui ont le temps et l'opportunité, de venir assister à ces assises-là. L'entrée, fort heureusement, est totalement gratuite, parce que la justice est rendue d'abord pour le citoyen malien, donc c'est leur chose. Et la cour d'assises est vraiment l'expression de la volonté populaire, parce que il y a 4 assesseurs pour 3 magistrats professionnels. Donc c'est vraiment la voix du peuple qui va s'exprimer lors de ces assises-là. Voilà donc les assises de la 3e session ordinaire de la Cour d'appel de Bamako débuteront demain à Ségou. Les femmes du bureau politique national du RPM et leurs alliés sont réunies pour réfléchir à une stratégie à adopter pour rendre effective la promotion des femmes. Les propositions qui sortiront des échanges seront soumises au président de la République. Reportage Aldumatina. 2 jours ont permis aux femmes du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM, d'échanger et dégager des axes d'orientation stratégique sur leurs préoccupations de l'heure et les faire parvenir au président de la République en vue de son projet de société pour le quinquennat. C'est ainsi qu'au terme de cet atelier, dont le thème est réflexion sur la stratégie de mise en œuvre du projet de société du président de la République en matière de promotion des femmes, il ressort plusieurs recommandations entre autres. La mise en application des textes et conventions sur le genre signés par le Mali pour la promotion de la femme, la dynamisation et l'équipement de toutes les structures en charge de la promotion des femmes pour les rendre opérationnelles, l'effectivité de la prise en charge totale par l'État des enfants de 0 à 5 ans et la gratuité effective de la césarienne, la création de petites et moyennes entreprises pour les femmes. Malgré leur rôle et leur participation effective à la vie de la nation, les femmes sont dans une situation précaire, une préoccupation que le bureau politique national et ses alliés ambitionnent d'inverser. L'atelier est vraiment venu à point nommé, parce que si ces préoccupations sont prises en compte par le président, à travers certainement sa feuille de route, ça va beaucoup nous aider. Donc les femmes en premier plan seront les premières, n'est-ce pas, à sentir ce bonheur. Le plan de relance 2013-2014 est une opportunité pour le Mali, mais surtout pour les femmes. Et qu'à travers cette opportunité, vous avez su identifier les défis majeurs qui sont faits aux femmes et par rapport auxquels certainement vous avez trouvé les mots justes et les propositions justes, pertinentes, pour que demain, nous puissions souffler. Parce qu'arriver au havre de paix et de prospérité, non pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la collectivité nationale malienne. Au sortir de cet atelier, les femmes du bureau politique national du RPM espèrent voir leurs attentes exaucées. Et le Bureau national de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali félicite le Premier ministre pour sa nomination et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. À Gao, le commandant de la région militaire numéro 1, le lieutenant-colonel Oumar Diarra, a procédé officiellement à la réouverture du poste frontalier de l'Abezanga, une force mixte composée d'éléments de l'armée de terre, de la gendarmerie, des douanes et de la police vient d'être installée dans cette localité. Drissa Kone. Le retour des forces de défense et de sécurité au poste frontalier de l'Abezanga s'inscrit dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. De mars 2012 à ce samedi, aucune force malienne n'était présente à ces postes avec le Niger.
Pourtant, la sécurisation de nos frontières reste une question de souveraineté nationale. C'est désormais chose faite, une force mixte composée de militaires, de gendarmes, de policiers et de douaniers s'est installée à ces points stratégiques pour une mission définie. Le message que j'ai à dire vraiment, c'est d'encourager, féliciter nos hommes, vraiment demander à la population de collaborer avec les forces qui sont là. La mise en place de ces forces n'est pas seulement sur la route ici. Les militaires qui sont là auront d'autres missions de sécurisation à l'intérieur, dans les villages environnants, dans un certain rayon, vraiment pour amener la sécurité. Ce retour permettra la libre circulation des personnes et de leurs biens entre nos deux pays. Surtout un retour des personnes déplacées en commande de la région militaire. C'est donc un déclic pour la relance des activités des opérateurs économiques du Mali. L'ouverture du poste de la Labezanga est un bon signe pour la reprise des opérations économiques et commerciales dans la région de Gao. C'était le souhait de tous les opérateurs des deux côtés, de Gao et puis du Niger. Ce que pour le développement harmonieux des régions nord du pays. C'est une population qui facilitera la paix et la stabilité dans leur localité. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, la modification du Code de la nationalité ivoirienne a été approuvée par l'Assemblée nationale. Les étrangers résidant dans le pays depuis 1960 et leurs enfants nés en Côte d'Ivoire, simple demande. Si le président de l'institution, Guillaume Soro, est plutôt satisfait de cette avancée, les avis des autres députés sont partagés. C'est la foule des grands jours au siège du FPI. L'homme qu'ils sont venus voir, c'est lui, Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, libéré il y a un mois. C'est son retour à la tête du parti, avec un discours très attendu, une véritable rentrée politique pour le FPI, sur laquelle planent nombreux tutélaires de Laurent Gbagbo. Le grand problème de gouvernance, solennellement, je voudrais dire ici que la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est pour le FPI une obligation politique et un impératif catégorique. 3 quarts d'heure durant, Pascal Affi-N'Guessan donne le là. Après une charge virulente contre le pouvoir en place, il ouvre la porte à la réconciliation nationale, mais à ses conditions. J'appelle le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, une fois qu'il aura libéré tous les prisonniers politiques, civils et militaires, exilés, à convoquer les États généraux de la République, qui seront l'instrument opérationnel de la réconciliation. Satisfaction du côté des militants. Pour eux, c'est le retour du FPI sur le devant de la scène politique ivoirienne. Jusque-là, on était dans la cachette, on était en cachette. Mais maintenant, là, je pense qu'à partir de cette passation, tout est clair, il n'y a plus rien et le pays avance. Avec Pascal Affi-N'Guessan, plusieurs barons du FPI retrouvent la direction du parti. Simone Gbagbo, toujours incarcérée, est-elle maintenue à son poste de 2e vice-présidente? Voilà, nous étions bien en Côte d'Ivoire, mais c'était plutôt le retour de Pascal Affi-N'Guessan à la tête du FPI. Hors du continent, en Chine, le procès Bo Xilai se poursuit. L'accusé a reconnu son implication dans une affaire de corruption. En Bolivie, des affrontements meurtriers ont eu lieu dans une prison. L'Inde est une nouvelle fois concernée par une affaire de viol. Et tout de suite, la médiation se poursuit en Syrie pour que Damas autorise la présence des enquêteurs des Nations Unies. 3 mois après la fronde sociale qui a secoué le Brésil, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues des principales villes du pays samedi. Des heurts ont éclaté avec la police, à Brasilia notamment, où des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Parlement pour dénoncer la corruption de la classe politique. À Rio, ces manifestations ont perturbé le traditionnel défilé militaire du jour de l'indépendance auquel assistait la présidente Dilma Rousseff. Tokyo. Au petit matin, c'est l'explosion de joie à Tokyo. La capitale nippone vient d'être désignée ville organisatrice des JO de 2020 par le Comité international olympique réuni à Buenos Aires.
Malgré les interrogations sur les conséquences de la catastrophe de Fukushima en mars 2011, Tokyo l'a emporté devant Istanbul et Madrid. La ville avait déjà accueilli les Jeux olympiques de 1964. Je déclare ici ouverts les Jeux de la francophonie, les 7e Jeux de la francophonie. Vive la langue française! C'est lors d'une cérémonie en grande pompe que François Hollande a lancé l'édition 2013 des Jeux de la francophonie à Nice. L'événement rassemble 54 pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Liban. Pendant 10 jours, quelques 3000 participants âgés de 18 à 35 ans vont s'affronter dans des épreuves sportives mais aussi artistiques. Ces images spectaculaires filmées par les autorités italiennes. Au beau milieu de la Méditerranée, un épais nuage de fumée s'élève d'un cargo battant pavillon tanzanien. À l'approche des vedettes de la police, les membres de l'équipage ont en fait mis le feu à leur cargaison, pas moins de 30 tonnes de hashish. Ils se sont ensuite jetés à la mer avant d'être interpellés. Voilà, les brèves internationales nous ont conduit donc au Brésil, au Japon, en France et en Italie. Retour à l'actualité nationale, la PSI Mali, en collaboration avec l'USAID, vole au secours des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'organisation vient de leur remettre 10 000 kits de prévention d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Sorwana Kamisoko. PSI Mali et ses partenaires intensifient les actions de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays, et cela à travers un appui conséquent aux personnes vivant avec le VIH d'une valeur de près de 150 millions de francs CFA. L'appui de PSI Mali et de l'USAID est composé de 10 kits de prévention. L'USAID est très fier d'avoir appuyé Population Services International et Arcade Sida pour l'achat et la distribution gratuite de ces kits ainsi que la formation des agents pour leur bonne utilisation. Cette activité fait partie de la stratégie santé positive, dignité et prévention de l'USAID. Chaque kit contient des préservatifs, du savon, une moustiquaire imprégnée, des aquatabs. Pour la directrice exécutive de l'Association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH-Sida, ce dont vient consolider les acquis en matière de lutte contre le VIH. La cérémonie est hautement significative pour nos chers patients, dans la mesure où elle va s'occuper à fournir les soins de base pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces soins de base contribueront à assurer la prévention secondaire pour nos patients. Et nous savons aujourd'hui que les médicaments étant disponibles, les patients vivent mieux avec les traitements. Les kits seront distribués dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Place aux brèves nationales, l'association islamique Aïslam et la radio d'Ambé ont fait don aux sinistrés des communes 1 et 4 et l'opération Serval a fait don aux veuves de militaires de Gao. Et l'association des enseignants de la langue anglaise veut vulgariser cette langue au Mali. Les brèves, c'est avec Fademba Keita. L'association islamique l'Islam et la radio d'Ambé font don de 3 tonnes de riz, des kits d'habillement, plus de 327 000 francs CFA aux sinistrés des communes 1 et 4 du sud de Bamako. Le don fait suite aux inondations du 28 août dernier. La remise a eu lieu en présence des responsables de la direction du développement social et des représentants des bénéficiaires accompagnés par les élus des 2 communes. Une tonne de riz et 500 000 francs CFA, contribution de Hadi Nyangado, député élu en commune 2 du sud de Bamako en faveur des 53 familles touchées par l'inondation dans la commune 2. La cérémonie de remise du don aux autorités municipales s'est déroulée ce samedi au groupe Nelson Mandela à l'hippodrome en présence de certains bénéficiaires. Pour le représentant du donateur, il s'agit d'une dynamique de solidarité envers des victimes d'une catastrophe naturelle. En recevant le don, le premier adjoint au maire de la commune 2 se dit ne pas être surpris par l'accompagnement de l'honorable Nyangando qui a toujours apporté assistance aux autorités communales. Quant aux bénéficiaires, ils se sont réjouis de cet appui et ont adressé des mots de remerciement aux donateurs.
L'opération Serval vient d'offrir aux veuves d'anciens militaires de Gao 2 moulins dont le montant s'élève à plus de 3 millions de francs CFA. La cérémonie a réuni les autorités administratives, politiques ainsi que le représentant de la MINUSMA à la maison des anciens combattants de la cité des Askia. L'association malienne des enseignants en langue anglaise, AMELA, veut vulgariser l'utilisation de la langue anglaise au Mali. Elle vient d'organiser un concours pour créer l'émulation en milieu scolaire. Les lauréats du concours ont été récompensés. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'association présentant des responsables de l'enseignement et de certains ambassadeurs. Le projet Amélioration de la résilience de l'élevage vient de financer les projets de 100 femmes de la commune rurale de Guénébé. C'est dans le cercle de Nara. Ce projet est financé par l'ONG Action pour le sursaut de la femme malienne. Envoyé spéciaux à Nara, Mamouro Sidibé, Dembawan. Le projet qui vient d'être lancé dans la commune rurale de Guénébé, cercle de Nara, vise plusieurs objectifs. Il s'agit d'appuyer les éleveurs de la zone à améliorer la durabilité de l'élevage face aux effets néfastes des changements climatiques, de favoriser un élevage durable à travers la régénération des pâturages. Les objectifs spécifiques sont renforcer les capacités techniques et organisationnelles des populations, la promotion de l'élevage d'espèces adaptées aux conditions locales du climat, l'accès à l'aliment bétail et à l'eau. Les résultats attendus du projet sont entre autres 50 personnes maîtrisent la régénération des pâturages, l'exode de l'eau est facilité, 100 hectares de pâturages dégradés sont récupérés et régénérés, le revenu de 100 femmes a augmenté de 15% à travers le petit élevage, 5 tonnes de foin sont fauchées et stockées, le suivi sanitaire des animaux est assuré, un lot de produits vétérinaires est disponible, les éleveurs sont capables d'administrer les soins élémentaires. À la cérémonie de lancement, 100 femmes de la commune présélectionnées ont chacune bénéficié de 40 000 francs CFA comme appui à la promotion du petit élevage. Les initiateurs du projet ont enfin visité les 30 hectares de pâturage en voie de récupération. Là, les populations, avec l'appui de l'ONG ASFEM, ont semé les graines d'herbes sélectionnées pour faciliter la régénération de cette superficie dégradée. De nombreux fidèles de la communauté catholique du Mali ont assisté ce matin à l'école de la cathédrale de Bamako à l'ordination presbytérale de l'abbé Hervé Bazoum Dakou. La cérémonie était présidée par l'archevêque de Bamako en présence des responsables administratifs, politiques et religieux du Mali et ceux de l'opération Serval au Mali. Reportage Laurent Diakité. En acceptant d'être prêtre, Hervé Bazoum Dakou s'est engagé pour toujours dans le ministère de la parole avec pour devise « Demeurer à mon amour » dans un pays, le Mali, qui sort d'une grande épreuve. Tu vas être ordonné prêtre dans un pays qui sort de la grande épreuve, celle qui menaçait notre unité, notre vivre ensemble dans le respect de nos différences ethniques, culturelles, sociales et religieuses. Tu vas être ordonné dans un Mali qui a expérimenté les manifestations de l'amour de Dieu. En effet, de janvier 2012 au 4 septembre 2013, qui ne peut dire qu'il a vraiment vu Dieu agir dans ce pays? Oui, nos prières, nos jeûnes, nos pleurs, nos lamentations. Dieu, au regard de tout cela, a fermé les yeux sur nos péchés et il nous a libérés. Pour la circonstance, les évêques, les prêtres et les nombreux fidèles ont prié pour lui dans son sacerdoce. Après avoir porté sa chasuble et son étole, les mains de l'abbé Hervé Bazoum Dakou ont été marquées de l'huile sainte en signe de pureté pour célébrer l'Eucharistie partout où il se trouve, et cela se fera avec les bénédictions du peuple chrétien catholique de l'archidiocèse de Bamako et du Mali. Page tourisme, le Ditoumou dans la région de Koulikoro est une contrée qui regorge plusieurs sites touristiques et culturels. Parmi ces sites, on retient les traces de la géomancie sur la pierre de Ditoumou, la colline de Kandikoura ou la case de Louis Berger, premier gouverneur de la Côte d'Ivoire. Alors pour mieux nous faire connaître l'histoire de ces sites, Alpha Mega a expérimenté le circuit touristique de la zone. Suivant son reportage.
Il s'agit là d'une technique divinatoire qui consiste à jeter la terre sur une surface plane, interprétant des figures qui en résultent. La géomancie, et c'est d'elle qu'il s'agit. Ici, dans le Gitoumou, pour dire que chaque peuple a sa culture. L'origine de la géomancie, ça vient de Gitoumou. La source même de la géomancie, ça vient de Gitoumou. Cette trace-là, c'est cette trace-là qui a été laissée par notre arrière-grand-père, Gitoumou Moussa Balassa Koumbali. Il y a les traces de la géomancie ici. Bon, mais le fait que le site n'est pas protégé, ça s'est dégradé. Parce que les géomanciens viennent casser petit à petit, ils mettent ça dans la poussière pour faire leur géomancie. Quant à cette colline, la colline de Kangikoura, elle est sacrée. Les collines sacrées, bon, c'est les chefs traditionnels au niveau de Kourouba qui sont habilités à donner ces informations. De l'avis de certains, la terre de la colline sacrée est très appréciée des poissons et des animaux sauvages. Et toujours selon la tradition, tout animal qui réussit à manger cette terre est protégé contre les chasseurs pendant un an. Ce n'est pas tout. Cette même terre sacrée est aussi appréciée par les propriétaires des troupeaux car elle contient des vertus protectrices aussi bien contre les maladies que contre toutes sortes d'autres dangers. La zone du Gitoumou avec ses 71 villages, c'est aussi cette case. Une case qui a servi de résidence au premier gouverneur d'Abidjan. Cela fait 123 ans que Benjé a été hébergé à Wélé-Sébrou. Benjé a été acheminé dans tout le Gitoumou, de Wélé-Sébrou vers le Gitoumou-Sanankoro. Dans le long du Gitoumou, on l'a conduit vers le Kéliadougou. Et c'est comme ça que l'équipe de Benjé a continué sur la Côte d'Ivoire. Quand on entend Benjerville, c'est qu'en 1893, Benjé est devenu le gouverneur général de la Côte d'Ivoire. Le quartier de la ville de Benjerville porte aujourd'hui son nom. L'art est universel. La culture est locale. Si la culture malienne pouvait être évaluée en espèces sonnantes et trébuchantes comme l'or, le Mali pourrait être l'un des pays les plus riches du monde. Quittons le Gitoumou pour aller à une autre découverte, celle des tresses. La tresse qui s'avère être une véritable œuvre d'art, une parure et dans certains cas un élément protecteur. Qu'il s'agisse d'arranger simplement les cheveux ou d'en faire une parure ingénieuse, la coiffure a toujours été un souci constant dans nos communautés. Les tresses en particulier sont réservées aux femmes, presque exclusivement, et varient en fonction du milieu et des événements marquant la vie de la nation. C'est ce qui a inspiré nos reporters Cheikh Oumar Sangaré et Abdul Salam Bambara qui nous proposent le dossier culturel de ce dimanche. La coiffure remonte à la nuit des temps. Certains égyptologues la situent au paléolithique. Les tresses traditionnelles du Mali expriment le statut social, la situation matrimoniale ou encore l'appartenance ethnique des femmes qui les arborent. Se tresser est toujours l'affaire des femmes. Cependant, des hommes se tressent exceptionnellement dans certaines circonstances comme lors des manifestations de réjouissance populaire du Sankemo ou celles sacrées du Sigui au pays d'Ogon. Les modèles de tresses ont évolué avec le temps. Elles sont très changeantes, à la fois pour marquer les modes, c'est-à-dire les goûts de l'époque, mais aussi pour marquer quelquefois les excentricités jeunes, un peu pour dire voilà, nous marquons notre époque, nous la vivons et nous la vivons par tel ou tel mode de coiffure. Les tresses jouent un rôle essentiel dans la quête permanente de la beauté et de l'élégance de la femme. Cependant, elles sont parfois volontairement muettes. Il s'agit dans ce cas précis de coiffure généralement fruste, très rudimentaire et sommaire, tout simplement pour éloigner la femme de son aspect esthétique. Elle la porte pendant 4 mois et 2 jours, mais chaque vendredi, elle se coiffe. C'est une vieille dame qui doit s'en occuper de ces coiffures-là. La femme doit porter du batokoum pendant au moins 3 mois si l'enfant est un garçon,
pendant 4 mois si l'enfant est une fille. Aujourd'hui, comme par le passé, certains ornements et accessoires servent à donner de l'éclat aux tresses. Et si on parle par exemple aujourd'hui de mèches, elles ont été présentes dans les coiffures depuis la nuit des temps à travers des postiches et des fibres qui étaient traitées comme les mèches le sont aujourd'hui. Parmi les coiffures qui ont fait et continuent de faire la gloire de la femme malienne, on peut citer entre autres les Jakite Meru chez les Kassongue, utilisés actuellement comme l'emblème de la ville de Kaï, la tresse en crête médiane appelée Dulakoun du pays Sénoufo, Fulauka Turukala des Peuls, les Zuzura portés ici par le député de Bourem en 1975 ou encore le Gofa des perles du désert. Autrefois, le gofa était tressé directement sur les cheveux. Maintenant, on utilise les mèches pour compléter les cheveux. Une coiffure gofa comme celle-ci est fabriquée à base d'argent et peut coûter jusqu'à 175 000 francs CFA. Le coût et le manque de temps favorisent la douce disparition de nos tresses. Je suis arrivée à Tombouctou en 1973. À l'époque, je tressais le gofa à 150 francs maliens. On ne fait pas beaucoup de coiffures traditionnelles dans les salons parce que les femmes veulent se coiffer rapidement. Les coiffures traditionnelles, là, ça prend du temps. La tresse est une œuvre d'art de par sa forme, son langage et son apport à la beauté. Malheureusement, la nôtre reste méconnue. Il existe bel et bien une histoire de la coiffure, une histoire des tresses. Il existe de la création et de la créativité concernant les tresses, mais la plupart de ces faits historiques, de ces effets identitaires, de ces faits de mode ne font pas encore l'objet de beaucoup d'écrits. À chaque coiffure est associée une information qu'il faut savoir décoder. Les coiffures traditionnelles et identitaires ont donné naissance à des coiffures modernes tout en demeurant l'expression par excellence de l'élégance de la femme malienne. Voilà cette belle découverte sur les tresses met fin à cette édition. Principale information, la publication de la liste des membres du gouvernement Oumar Tatamli. Ils sont 34. Nous vous proposerons leur portrait dans nos prochaines éditions. Demain,